Chloé a besoin d'un atelier pour sa marque, pas d'une colocataire. Mon père ne s'est même pas levé pour le dire. Il est resté assis là, à faire tourner son vin hors de prix dans son verre, tandis que je restais sur le pas de la porte, tenant 2 billets pour une croisière de luxe que je venais d'acheter pour eux. Elle fait vraiment quelque chose de sa vie, elle, a continué Philippe, d'une voix ennuyée. Tu as 29 ans, Camille. Tu es un boulet. Sors tes ordures de mon entrée. Va vivre dans la rue si ça te chante. Peut-être que le froid effacera cet air aigri de ton visage. J'ai regardé derrière lui. Ma chambre d'enfant n'était plus une chambre. Elle avait été désossée. Les murs dégoulinaient de peinture rose néon fraîche. Mon bureau avait été remplacé par des lampes annulaires pour le streaming. Toute ma vie avait été fourrée dans 3 sacs poubelles noirs empilés sur le sol comme des feuilles mortes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé l'enveloppe contenant les billets de croisière doucement sur la table du hall, symbole silencieux des vacances qu'il venait de perdre. Puis j'ai ramassé mes sacs poubelles et je suis ressorti directement dans la nuit glaciale sans dire un seul mot. J'ai conduit ma vieille berline déglinguée à travers la neige aveuglante jusqu'à ce que je trouve un hôtel miteux avec une enseigne, libre, clignotant sur l'autoroute. Le chauffage de la voiture râlait comme un poumon à l'agonie, soufflant un air tiède sur mes mains gelées. C'était ironique, vraiment. Mes parents détestaient cette voiture. Ils disaient que c'était une verrue dans leur allée pavée. Ils ne savaient pas que je la conduisais exprès. C'était un camouflage. Assise sur le lit grumeleux du motel, écoutant le vent hurler dehors, mon esprit a dérivé vers la racine de tout cela, le péché originel. Mon père l'appelait « l'erreur à 5 millions d'euros ». C'est arrivé en 1999. J'avais 4 ans. Philippe avait une réunion prévue avec un groupe d'investisseurs pour entrer au capital d'une start-up technologique avant son introduction en bourse. Mais ce matin-là, je me suis réveillé avec 42 fièvres. J'ai fait une convulsion. Philippe a dû manquer la réunion pour m'emmener aux urgences. Cette start-up a explosé. Les investisseurs présents sont devenus multimillionnaires. Philippe, non. Il ne m'a jamais laissé l'oublier. À chaque anniversaire, après la coupe du gâteau, il me regardait avec ce regard vide et plein de ressentiment et disait « Tu m'as coûté 5 millions, Camille. Tu commences ta vie avec un solde négatif. » Il n'a pas élevé une fille, il a géré un mauvais investissement. Ce ressentiment s'est transformé en ce que j'appelais la taxe parasitaire. Depuis mes 16 ans, je payais un loyer pour vivre dans ma propre maison. Chaque chèque de paie de mes petits boulots était ponctionné. Philippe appelait ça les intérêts de la dette. Mais ce n'était pas juste un loyer. Je finançais l'enfant roi. Chloé était l'actif. J'étais le passif. Quand Chloé voulait être mannequin, je payais son book photo. Quand elle voulait être influenceuse, Isabelle me disait que je devais payer ses injections aux lèvres et ses journées au spa parce que Chloé devait avoir le look pour épouser un riche. Ils m'ont saigné mois après mois, me disant que je devrais être reconnaissante qu'il ne m'ait pas mise à la porte plus tôt. Ils regardaient mes sweats à capuche trop grand et mon chignon décoiffé et voyaient un échec. Ils voyaient une femme qui survivait grâce à des missions de codage en freelance, joignant à peine les 2 bouts. Ils avaient tort. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac et l'ai posé sur le bureau du motel. Le boîtier était rayé, mais le processeur à l'intérieur était de qualité militaire. Ils pensaient que je réparais des imprimantes pour gagner ma vie. Ils ne savaient pas que j'étais une nettoyeuse financière pour des firmes de capital risque à haut risque. Quand une entreprise perd de l'argent et maquille ses comptes, les investisseurs m'envoient. Je traque la fraude. Je trace les actifs cachés. Je trouve la pourriture dans le grand livre et je l'excoupe. Je suis chirurgical. Je suis impitoyable. Et je suis très, très cher. L'année dernière, mon revenu de base était de 600 000 €, sans compter les bonus. J'aurais pu acheter leur maison cash 3 fois. J'aurais pu rembourser leur crédit en un seul après-midi. Mais je ne l'ai pas fait. Je cachais mon argent dans des comptes offshore et des portefeuilles diversifiés. Je portais des vêtements de seconde main et conduisais une vieille voiture rouillée parce que je savais au fond de moi que s'ils savaient ce que je valais, ils ne se contenteraient pas de me saigner. Ils me dépeceraient. Assise dans la chambre sombre, la lumière bleue de l'écran illuminant mon visage, je réalisais qu'ils pensaient avoir jeté un déchet.
Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre à une femme qui détruit des criminels financiers pour gagner sa vie. J'avais besoin de travailler. Le travail était la seule chose qui avait du sens quand le reste du monde s'effondrait. J'ai tendu la main dans mon sac pour prendre mon ordinateur. La seule machine qui détenait les clés cryptées de toute ma carrière. Ma main s'est refermée sur du vide. Le sac était léger, trop léger. Mon estomac s'est noué si fort que j'en ai eu le vertige. J'ai vidé le contenu sur la couette du motel, chargeur, câble, disque dur. Mais l'ordinateur, la machine noire mat contenant des algorithmes valant des millions, avait disparu. Je n'ai pas paniqué. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert l'application de localisation. J'ai regardé le petit point bleu clignoter. Il n'était pas chez mes parents. Il était à 3 kilomètres, clignotant régulièrement à une adresse sur la 5e avenue, Cash Express est prêt. J'ai conduit là-bas dans un état second. La neige se transformait en gadoue grise. Quand je suis entré dans la boutique, l'odeur de poussière et de désespoir m'a frappé instantanément. J'ai montré au type derrière la vitre ma pièce d'identité et le numéro de série sur mon téléphone. Il n'a même pas levé les yeux de son magazine. Je ne peux pas vous le donner sans le ticket de dépôt, a-t-il dit. Politique du magasin. Où vous pouvez déposer une plainte et attendre 3 semaines. Le ticket. Je suis retourné en courant à ma voiture. J'ai ouvert le coffre et j'ai sorti les 3 sacs poubelles noirs que Philippe m'avait jetés. Je les ai déchirés directement sur le parking, mes mains tremblant dans le vent glacial. J'ai fouillé dans mes propres vêtements, à travers de vieilles chaussures et des livres jusqu'à ce que je le trouve, un petit papier jaune froissé, taché de marques de café, roulé en boule à l'intérieur d'une paire de jeans. Isabelle ne m'avait pas juste fait mes valises. Elle m'avait pillé. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai lissé le reçu sur le comptoir et j'ai payé 800 € pour racheter ma propre propriété. Je me suis assise sur le siège avant de ma voiture, serrant le métal froid de l'ordinateur contre ma poitrine. Et c'est là que la deuxième notification a frappé mon téléphone. Un email de la NTS, avis de cession de véhicule. J'ai fixé l'écran. Ma berline, la voiture que j'avais achetée cash il y a 5 ans, mais gardée au nom de Philippe pour économiser sur les primes d'assurance par frugalité. Il l'avait vendue en ligne il y a 3 heures. L'horodatage indiquait 20 minutes avant mon arrivée à la maison. Il avait vendu ma voiture pendant que je la conduisais vers chez eux. Il avait probablement utilisé le double des clés pour la remettre à l'acheteur pendant que j'étais à l'intérieur en train de me faire expulser. 38 000 € d'actifs. Disparu en une seule nuit. J'ai appelé Isabelle. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, l'air agacé comme si j'étais un démarcheur téléphonique interrompant sa soirée. « Tu as volé mon ordinateur », ai-je dit. « Et vous avez vendu ma voiture. »« Je n'ai rien volé », a claqué Isabelle. « Nous t'avons élevé, Camille. Nous t'avons mis un toit au-dessus de la tête pendant 18 ans. Considère cet ordinateur comme un petit remboursement de la dette que tu nous dois. D'ailleurs, l'organisateur de la soirée de Chloé avait besoin d'un acompte. Tu peux toujours acheter un autre ordinateur. Tu es célibataire. Tu as moins de dépenses. » Elle a raccroché. Je suis resté là dans le silence du parking. Le chauffage sifflait, la neige tombait, et quelque chose en moi s'est finalement verrouillé. Ce n'était pas une rupture. C'était un mécanisme de verrouillage. J'ai essuyé la dernière larme que je verserai jamais pour eux. J'ai ouvert mon ordinateur. L'écran s'est allumé, demandant un mot de passe. J'ai cessé d'être Camille, la fille qui voulait être aimée. Je suis devenue Camille, l'auditrice, la nettoyeuse, la femme qui dissèque la pourriture pour gagner sa vie. Je n'avais plus besoin de pleurer. J'avais besoin de faire les calculs. Je n'ai pas dormi. Le sommeil est pour les gens qui ont du temps à perdre. Et j'avais une date butoir. La chambre de motel était glaciale, le chauffage ayant rendu l'âme des heures plus tôt. Mais le froid me gardait affûté. Je me suis assise au petit bureau, mon ordinateur récupéré bourdonnant un son qui ressemblait à un cœur retournant dans une poitrine. Il était temps d'auditer les comptes. Je me suis connecté à ma suite logicielle professionnelle. Ce n'étaient pas des outils disponibles au public. C'étaient des bases de données propriétaires utilisées pour traquer les actifs en détresse et les passifs à haut risque. J'ai commencé par la partie facile, l'argent de ma voiture. J'ai tracé la vente.
Philippe avait listé la berline sur un site d'enchères rapide. La transaction avait été finalisée à 16h15 pour 8 000 €. Une affaire pour l'acheteur. Un délit pour lui. J'ai suivi la piste de l'argent. Ce n'était pas aller au crédit immobilier. Ce n'était pas aller aux factures. C'était aller à Événement Prestige. Un service de planification de fête haut de gamme. 8 000 €. Il a vendu ma voiture pour payer une fontaine de chocolat et une sculpture de glace pour la soirée de lancement de la marque de Chloé. J'ai senti un goût métallique froid dans ma bouche. Il ne me volait pas seulement. Il me cannibalisait pour nourrir l'ego de Chloé. J'ai creusé plus profond. J'ai lancé une recherche complète d'actifs sur Philippe et Isabelle. Je m'attendais à les trouver en difficulté. Ils se plaignaient d'argent depuis des années, mais je ne m'attendais pas à trouver un cadavre. Leurs finances étaient mortes à l'arrivée. Ils avaient refinancé la maison 3 fois en 5 ans. Ils avaient maxé 4 cartes de crédit. Et le plus gros drapeau rouge de tous, un avis de défaut de paiement déposé il y a 30 jours. Ils n'étaient pas juste fauchés. Ils étaient à 30 jours de la saisie bancaire. La maison, celle d'où ils m'avaient viré pour faire de la place à Chloé, n'était même plus la leur. Elle appartenait à la banque, et la banque venait pour collecter. Mais j'avais besoin d'une arme. Une saisie, c'est triste. Ce n'est pas un levier. J'avais besoin d'un crime. J'ai regardé leur demande de refinancement la plus récente, celle en attente d'approbation pour les sauver de la saisie. Je ne pouvais pas pirater la banque pour l'avoir. Ça, c'est la logique des films. Mais je connaissais Philippe. Je connaissais sa cupidité. J'ai pris mon téléphone et appelé Maître Roche, un avocat d'affaires qui me devait une faveur pour avoir sauvé son cabinet d'un audit désastreux l'année dernière. J'ai besoin d'une société écran, ai-je dit. Appelez-la Vantage Holdings. Faites-la ressembler à une boutique d'investissement spécialisée dans les actifs à haut risque. Et ensuite, j'ai besoin que vous appeliez Philippe. C'était la stratégie du pot de miel. Dans mon métier, on appelle ça nourrir l'espoir. On n'attaque pas un animal désespéré, il mord. On lui offre de la nourriture. On le laisse s'installer. On le laisse penser qu'il est en sécurité. Maître Roche a passé l'appel 1 heure plus tard. Il a joué le rôle à la perfection. Il a dit à Philippe que Vantage Holdings représentait un investisseur privé cherchant des portefeuilles non conventionnels et qu'ils étaient intéressés par la consolidation de la dette de Philippe pour aider à soutenir la carrière prometteuse de Chloé. Je surveillais les emails de Philippe via un serveur familial partagé dont il n'avait jamais pris la peine de me retirer. J'ai regardé l'appât atterrir. Philippe n'a pas juste mordu. Il a avalé l'hameçon. Il a répondu dans les 4 minutes, s'extasiant sur son sens des affaires et sur le fait que Chloé était au bord de la célébrité mondiale. Maître Roche a envoyé le suivi, pour accélérer l'évaluation, veuillez transférer votre demande de prêt la plus récente soumise à votre prêteur actuel. Nous devons faire correspondre leur évaluation des actifs. C'était une demande standard. Si Philippe avait été honnête, il aurait hésité. Mais Philippe n'était pas honnête. Il était arrogant. Il croyait à ses propres mensonges. L'email a sonné dans ma boîte de réception. Je l'ai ouvert. J'ai fait défiler la valeur gonflée de la maison, les dettes sous-estimées. Je me suis arrêté à la section des revenus. Demandeur, Philippe Miller. Revenu annuel, 85 000 €. Co-demandeur, Chloé Miller. Revenu annuel, 200 000 €. Source, partenariat de marques réseaux sociaux. J'ai fixé le chiffre. 200 000 €. Chloé ne gagnait pas 200 000 €. Chloé ne gagnait pas 200 €. Sa marque était un compte Instagram gonflé par des bots et un carton de t-shirts invendus dans le garage. Philippe avait menti à une banque pour obtenir un prêt. Il avait fabriqué des revenus pour se qualifier. C'est une fraude bancaire. Faux et usage de faux, escroquerie au sens du code pénal. Peine, jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. J'ai sauvegardé le document. Je l'ai copié sur 3 serveurs sécurisés. Philippe pensait qu'il venait d'envoyer un PDF à un sauveur. Il ne savait pas qu'il venait de tendre son cou au bourreau. J'ai fermé l'ordinateur. Le soleil se levait sur la neige sale du parking du motel. Je n'étais plus juste la fille qu'ils avaient mise à la porte.
J'étais le lanceur d'alerte et j'étais la banque. Le piège était tendu. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'il marche dedans. Maître Roche a appelé Philippe le lendemain matin pour confirmer la réunion. Il leur a dit que le partenaire silencieux, un investisseur excentrique de la tech nommé Monsieur V, était en ville pour une journée seulement et voulait signer les papiers en personne. Il a spécifiquement demandé que Chloé soit là, laissant entendre qu'il était fan de son esthétique numérique. Ils l'ont avalé. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Leur vanité était leur plus grand angle mort. Je suis arrivé au cabinet d'avocat 1 heure en avance. J'ai évité le hall principal et pris l'ascenseur privé pour l'étage exécutif. Maître Roche m'a retrouvé dans le couloir. Il n'a pas demandé pourquoi je faisais ça. Il savait à quoi ressemblait la fraude et il connaissait ma réputation. Il m'a juste tendu un badge pour la salle d'observation adjacente à la salle de conférence. Je me suis assise dans le noir, regardant le flux de sécurité sur un moniteur. Philippe et Isabelle sont entrés les premiers. Ils étaient sur leur 31. Philippe dans un costume trop serré aux épaules. Isabelle dans une robe qu'elle avait probablement achetée avec l'argent de ma voiture. Chloé traînait derrière eux, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et l'air ennuyé, tapotant sur son téléphone. Ils se sont assis à la longue table en acajou. Maître Roche leur a offert du champagne. C'était gratuit, mais Philippe agissait comme s'il payait pour ça. C'est du haut de gamme, a dit Philippe en se penchant en arrière dans le fauteuil en cuir. Seulement le meilleur pour l'Empire Miller. Je l'ai regardé faire tourner son verre. La même posture que la veille de Noël. Arrogant, intouchable. Alors, a dit Isabelle, essayant de paraître décontractée. Quand est-ce que le virement arrive? Dès que l'encre sera sèche, a répondu Maître Roche, poli comme toujours. Le partenaire silencieux est impatient de soutenir des visionnaires comme vous. Il croit que Chloé a un potentiel inexploité. Chloé s'illumina. A-t-il vu mon dernier réel? Il a fait 4000 vues. Il a tout vu, a dit Maître Roche. C'est précisément pourquoi il a exigé la garantie personnelle. Il veut que vous soyez pleinement investi dans votre propre succès. Philippe gloussa, déjà ivre de validation. Investi? J'ai tout mis dans cette famille. Nous sommes solides. Cette maison, cette marque. Il écarta les mains comme un prophète. Ça va décoller. Il n'a pas lu le contrat. Il ne l'a même pas survolé. Il a juste vu l'argent et les applaudissements. Il a signé. Isabelle a signé. Chloé a signé comme témoin. Il pensait signer un prêt. Ce qu'il signait en réalité était un piège. Enfoui profondément dans la paperasse se trouvait une clause de défaut croisée. Page 42, clause C7, stipulant que si une quelconque information dans la demande s'avérait fausse, le prêt serait instantanément en défaut. Et à la page 51, se trouvait le véritable coup de grâce, une dation en paiement, signée à l'avance et détenue sous séquestre. Si le défaut était déclenché, le titre de propriété de la maison serait transféré automatiquement au prêteur, Vantage Holdings. Pas de bataille judiciaire requise. Un piège à ours légal. Refermé avec un stylo. Ils ont signé ma maison à mon nom tout en buvant mon champagne. Dans la salle d'observation sombre, je me suis levé et j'ai ajusté mon blazer. En regardant mon reflet dans le moniteur, je n'ai pas vu la fille qui pleurait dans la neige. J'ai vu la propriétaire. J'ai marché dans le couloir vers la salle de conférence. Il était temps de conclure. Maître Roche a rassemblé les documents avec l'efficacité d'un croque-mort, tapant la pile pour un alignement parfait, des sons finaux et secs dans une pièce calme. Excellent, a-t-il dit. Les fonds vont être débloqués sous peu, mais d'abord, le partenaire silencieux aimerait dire quelques mots. Philippe se pencha en arrière, suffisant. Faites-le entrer. J'adorerais serrer la main d'un homme qui reconnaît un bon investissement. Maître Roche fit un signe de tête vers les doubles portes en acajou, mais ne les ouvrit pas. Il s'écarta simplement. J'ai poussé les portes. Pas de sweat à capuche géant, pas de jean d'occasion. Je suis entré portant un tailleur gris anthracite coupé comme une arme, ajusté au millimètre près. Cheveux tirés en arrière, visage net, présence bruyante. Le sourire de Philippe s'est figé en pleine performance. Isabelle a plissé les yeux comme si elle essayait de forcer la réalité à faire la mise au point.
Chloé n'a pas levé les yeux de son téléphone jusqu'à ce que le silence devienne trop lourd pour être ignoré. Camille? Philippe s'est finalement étranglé. Comment as-tu passé la sécurité? Il a aboyé vers Maître Roche. C'est ma fille. Elle a des problèmes. Elle nous a traqués pour de l'argent. Appelez la sécurité. Maître Roche n'a pas bougé. Il a juste fermé sa mallette d'un coup sec, un claquement qui a atterri comme un coup de feu. Je ne pense pas que ce sera nécessaire, ai-je dit. Calme. Un calme de salle de conseil. La voix qu'on utilise quand quelqu'un cache des actifs aux îles Caïmans et prétend être intouchable. J'ai marché jusqu'au bout de la table. Philippe est resté assis, mais je me tenais au-dessus de lui. Puis j'ai sorti un petit papier jaune froissé de ma poche et je l'ai lissé sur le bois poli. La voix d'Isabelle tremblait. Qu'est-ce que c'est? Mon reçu de gage, ai-je dit. Pour mon ordinateur. Tu l'as vendu pour 800 €, Isabelle. Je l'ai racheté ce matin. J'ai fait une pause. Et ensuite j'ai acheté autre chose. Philippe s'est levé brusquement, le visage rougissant. Assez. Tu te ridiculises. Sors avant que je ne m'énerve. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. L'ordre portait le poids de quelqu'un qui signe les chèques de paie. Assieds-toi. Philippe a cligné des yeux, stupéfait, et s'est lentement rassis dans sa chaise. Maître Roche, ai-je dit sans quitter mon père des yeux. Montrez-leur l'acquisition. Les lumières se sont tamisées. Un projecteur s'est allumé. Une lumière blanche a traversé le mur. Un acte de propriété. Adresse du bien, 1402 Allée des Chênes. Ancien propriétaire, Philippe et Isabelle Miller. Propriétaire actuel, Vantage Holdings SAS. Philippe fixait l'écran, plissant les yeux comme si les lettres pouvaient se réarranger en quelque chose de plus sûr. Je ne comprends pas, a-t-il balbutié. C'est juste de la paperasse de garantie. Correction, ai-je dit. C'est un transfert de titre. Philippe s'est tourné vers Maître Roche. De quoi parle-t-elle? Vous nous avez piégés. Vous avez dit que c'était un prêt. L'expression de Maître Roche n'a pas changé. Ma cliente m'a chargé d'exécuter une acquisition standard d'actifs en détresse. La documentation est valide. Vous avez signé la dation volontairement. Bonne journée. Il est sorti. La porte s'est refermée, nous scellant à l'intérieur d'un silence qui semblait soudain manquer d'air. Philippe m'a pointé d'un doigt tremblant. Tu as monté ça. Tu as créé cette société. Je suis Vantage Holdings, ai-je dit calmement. Et tu viens de signer ta maison à mon nom. C'est illégal, a claqué Isabelle, sa voix se brisant dans la panique. Nous avons signé un prêt sur 30 ans. J'ai tapé sur la télécommande. La diapositive a changé. Maintenant, le mur montrait la demande de refinancement que Philippe avait envoyée par email, sa propre preuve agrandie en une confession. J'ai pointé la ligne des revenus. Co-demandeur Chloé Miller, revenu annuel, 200 000 €. J'ai regardé Philippe. Chloé ne gagne pas 200 000 €. Elle gagne 0. Tu as soumis de fausses informations pour obtenir un financement. C'est une fraude bancaire fédérale. La pièce est devenue mortellement silencieuse, à l'exception du ventilateur du projecteur. Clause C7, ai-je continué de réciter de mémoire. Défaut croisé. Toute information matériellement fausse déclenche un défaut immédiat. Et la clause D1 stipule, en cas de défaut, l'acte de cession détenu sous séquestre est libéré au prêteur immédiatement. Je me suis penché en avant, les paumes sur la table. Tu as menti, papa. Ça veut dire que le prêt était en défaut à la seconde où l'encre a séché. J'ai laissé les mots atterrir. Et parce que tu as fait défaut, la maison est à moi. Maintenant. Philippe a pris une couleur gris cendre malade. Il a regardé le mur, puis moi, puis Chloé, dont la bouche était ouverte, téléphone oublié sur ses genoux. Tu ne ferais pas ça, a-t-il chuchoté. Nous sommes ta famille. Famille, ai-je répété, goûtant le mot comme quelque chose de contrefait. La famille ne te jette pas dehors dans un blizzard. La famille ne vend pas ton gagne-pain pour une fête. Je me suis redressé et j'ai regardé ma montre. Voici le marché. Vous avez 48 heures pour libérer ma propriété.
Si vous n'êtes pas parti, ou si vous endommagez un seul luminaire, je remets les preuves de fraude à la police judiciaire. J'ai glissé le ticket de gage dans ma poche. 5 ans de prison, papa. Ou vous partez calmement. Ton choix. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Juste un petit homme vaincu réalisant trop tard qu'il ne jouait pas contre une fille. Il jouait contre la banque, et la banque gagne toujours. Ils sont partis. Ils sont vraiment partis. La peur s'est avérée être un motivateur plus fort que la loyauté. 48 heures plus tard, la maison était vide. J'ai engagé des déménageurs pour débarrasser ce qu'ils avaient abandonné, mais j'ai géré le règlement moi-même. J'ai fait un chèque de relocalisation après avoir fait les calculs. J'ai déduit la valeur marchande de ma voiture volée, le coût pour racheter mon ordinateur, et chaque centime de loyer qu'il m'avait facturé depuis mes 16 ans. Le chèque final était petit, à peine suffisant pour une caution sur un 2 pièces exigu en périphérie de la ville. Les nouvelles vont vite. Philippe a fini par accueillir les clients à l'entrée d'un magasin de bricolage pour le SMIC. Isabelle fixait les murs d'une location qu'elle détestait. Et Chloé, l'influenceuse au potentiel de 200 000 €? Sa carrière s'est évaporée quand le financement a cessé. Elle a commencé à vendre des sacs de créateurs en ligne pour acheter des courses. Il s'avère qu'on ne peut pas payer un loyer avec des likes. Avant de mettre la maison en vente, je l'ai traversée une dernière fois. Elle résonnait, plus petite que dans mes souvenirs. Je me suis arrêté à la porte de mon ancienne chambre, toujours peinte de ce rose néon agressif, l'odeur de peinture fraîche persistant comme un mensonge. Je ne l'ai pas repeinte. Je l'ai laissée comme un monument bruyant et inachevé à leur cupidité. Puis je suis sorti, j'ai verrouillé la porte à double tour et j'ai écouté le clic. Propre, final, satisfaisant. À ma voiture, ma nouvelle voiture à mon nom, j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler leurs contacts. Philippe, Isabelle, Chloé. Pas d'au revoir, pas de discours de clôture, juste bloqué, un par un. Le silence après était absolu. Cher, oui, mais valant chaque centime. La famille, ce n'est pas le sang, c'est le respect. Et s'ils ne peuvent pas se le permettre, ils ne peuvent pas se permettre de vous avoir.